Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver. Dans cette émission, je reçois une Caribéenne au profil professionnel presque aussi pluriel que ses origines, nos origines. Ses métiers, car elle en a plusieurs, vous l'avez compris, consistent à étudier toutes ces influences et à les valoriser par divers moyens, à rétablir la vérité historique aussi. Bonjour Isis Labocaberia. Bonjour Jean-Marc. Très heureux de vous recevoir, je le disais. J'ai le plaisir de vous accueillir pour parler de votre premier roman, La prophétie des Sœurs Serpents, un très beau titre et un très bel ouvrage aussi, un très beau roman aussi. Merci. Que j'ai dévoré en 3 jours, pour tout vous dire. Donc publié le 1er septembre aux éditions Slalom. Avant d'évoquer cette œuvre, alors je la montre déjà pour que les téléspectateurs la voient, très belle couverture. Avant d'évoquer cette œuvre, j'aurais aimé qu'on vous découvre un petit peu. Vous êtes une jeune Martiniquaise, avec également des origines guyanaises. Oui, tout à fait. Sur votre site internet, vous vous présentez comme autrice, romancière, podcasteuse, chercheuse indépendante. Mais le point commun entre tout ça, c'est l'histoire de la Caraïbe, en fait, vue d'un point de vue, on va dire, décolonial. Exactement, exactement. Je suis donc diplômée de Sciences Po Paris. J'ai fait aussi un passage à l'Université Columbia à New York pendant mes études, et puis aussi un an à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et donc je mène des recherches à la croisée de l'histoire de la sociologie sur les sociétés caribéennes et l'Afrique et ses diasporas, vues dans un prisme large transatlantique. Et l'idée pour moi est vraiment de proposer une histoire qui soit différente de celle qu'on peut entendre sur les bancs de l'école, de diffuser finalement cette historiographie qui existe, mais qui n'est pas suffisamment diffusée, donc la diffuser à un grand public sous des formats qui soient accessibles à tous, sans pour autant perdre en rigueur, en nuances, en documentation. Et pour ce faire, j'utilise plusieurs canaux, donc effectivement le podcast. J'anime une émission de podcast qui s'appelle La Griotte Vagabonde depuis 2 ans. Et puis l'écriture donc de non-fiction et de fiction avec ce premier roman. Et donc vraiment c'est l'idée de montrer un peu cette histoire par en bas, c'est le courant épistémologique dans lequel je m'inscris, l'histoire par en bas, les études subalternes, qui cherchent à reconstituer les perspectives de celles et ceux qui ont été silenciés par déjà l'archive coloniale dans un premier temps et dans un second temps l'historiographie traditionnelle. Et ce livre d'ailleurs en est une matérialisation très, très, très claire. Vous dites que vous êtes tombée amoureuse de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Pourquoi ? Est-ce juste par rapport à notre histoire ? C'est par rapport à notre histoire et à mon vécu aussi, puisque j'ai vécu 1 an au Sénégal. Quand j'avais 21 ans. Donc j'ai passé 1 an à Dakar où je travaillais avec l'ONU, les Nations Unies, plus précisément ONU Femmes, donc l'Agence des Nations Unies pour l'égalité de sexe et de genre, l'autonomisation des femmes. Et ça a été aussi un grand voyage personnel. Je pense que tout Caribéen, tout Afro, descendant des Amériques a un moment à entreprendre ce voyage vers l'Afrique. Donc voilà, effectivement, un gros coup de cœur pour le Sénégal qui continue donc à influencer mon travail aujourd'hui en tant qu'autrice. Vous avez vécu à Paris, oui. En Martinique bien sûr où vous êtes né, vous connaissez aussi la Guyane, vous avez vécu à Dakar, à New York, à Londres. Oui. Et partout vous dites que ce que vous recherchez avant tout, c'est la rencontre, les échanges avec les afrodescendants. Avec les afrodescendants et au-delà de ça, je pense que ce que je recherche, c'est une compréhension de ce que ça signifie d'être diasporique. Puisque nous sommes, en tant qu'Caribéens, nous sommes afrodescendants, nous sommes aussi, pour beaucoup d'entre nous, indo-descendants, c'est mon cas. Voilà, donc toutes ces influences multiples, c'est Stuart Hall qui disait que la Caraïbe est la forme première et la plus pure de diaspora, donc c'est un chercheur britannique, d'origine caribéenne. Donc voilà, c'est vraiment cette question de l'identité plurielle, diasporique, transatlantique qui m'anime et qui a été nourrie par tous ces voyages et toutes ces expériences de vie à l'étranger. Vous vous décrivez comme une éternelle amoureuse de la connaissance et des arts. On pourrait ajouter aussi la quête d'une autre vérité, la réhabilitation identitaire quelque part. La réhabilitation de l'histoire telle qu'elle est, et encore une fois j'insiste, l'historiographie existe
Il y a de l'historiographie qui existe, de la recherche historique qui est faite depuis des décennies sur ces perspectives des esclavagisés, des autochtones, les résistances à l'esclavage, au colonialisme. Cette historiographie existe. Le problème se situe beaucoup au niveau de la diffusion en réalité et au niveau de l'histoire, le récit national tel qu'il est enseigné dans les écoles, tel qu'il est mis en avant dans la muséographie publique, dans l'espace public, etc. C'est plutôt ici où le bas blesse. Donc moi, j'essaie d'intervenir à ce niveau-là pour diffuser cette histoire. Vous parlez de bouture d'Afrique quand vous évoquez les afrodescendances. Alors c'est une belle image pour évoquer l'Afrique qui en fait a un peu essaimé et a influencé le monde entier quelque part. Tout à fait. Et ce que j'ai beaucoup essayé de montrer dans le livre, c'est que nous sommes le produit d'une histoire absolument très douloureuse, mais aussi très belle, de résilience, de résistance, et qui ne sont pas uniquement des résistances grandioses, armées. C'est vrai que l'historiographie et du coup aussi l'intérêt public s'est beaucoup concentré sur la révolution haïtienne, ces grands faits d'armes très héroïques, mais aussi très masculins, même si on a eu des figures féminines qui ont pris les armes, Amulatresse, Solitude, Lumina, mais globalement c'était des formes de résistance qui étaient très masculines, et donc on a oblitéré, on a négligé ces formes de résistance du quotidien, qui étaient celles de la masse, et qui n'étaient pas moins légitimes et moins belles et moins héroïques. Et ces formes de résistance, elles passaient par exemple par la résistance culturelle, par la résistance spirituelle, le fait d'entretenir ces traditions africaines, indiennes, autochtones Kalinago, qui étaient opprimées, silenciées, stigmatisées, interdites par l'ordre colonial, mais qui ont été préservées, parfois dans la clandestinité, et transmises de génération en génération. Ça, c'est une forme de résistance aussi que j'ai envie de mettre en valeur. Alors, vous avez créé le podcast La Griotte Vagabonde, c'était pendant le premier confinement. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à écouter vos épisodes. C'est passionnant, mais ils s'arrêtent au 19 juillet 2021. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'ils reprendront ces podcasts? Alors oui, j'ai envie de le reprendre là d'ici quelques mois. C'est vrai que c'est une émission qui est très ambitieuse. Puisque je réalise tout toute seule, des recherches au script, à la production, et puis c'est vraiment une façon de mettre l'histoire en scène, c'est très immersif, on a des reconstitutions narrées, c'est pour ça que ça s'appelle La Griotte Vagabonde, parce que comme une griotte, je conte cette histoire, donc avec des scènes de chorale, sur des fonds musicaux, avec des découvertes aussi du patrimoine musical en lien avec la thématique de l'épisode, donc c'est très ambitieux, c'est très riche, c'est très dense. Donc voilà, c'est faute de moyens pour tout vous dire que je n'ai pas pu continuer avec plus de régularité, mais j'espère reprendre. Voilà. Et peut-être aussi faute la faute de cet ouvrage que vous avez écrit durant cette dernière année, donc La prophétie des Sœurs Serpents. En fait, alors, vraiment j'ai adoré, publié aux éditions Slalom. Ce sont en fait les destins parallèles de 3 personnages féminins qui, eux, sont dans le passé, en réalité, et puis une autre qui, elle, est dans le présent. J'ai été marqué par votre volonté de transmettre, à travers cette fiction, vos connaissances de ces sociétés que vous évoquez, sociétés, civilisations, en fait, avec notamment beaucoup de notes de bas de page au début, qui m'ont un petit peu désorienté, mais on sent que vous avez la volonté de cette transmission-là. Oui, il y a un dossier historique aussi à la fin, qui fait une bonne 30aine de pages, si je me rappelle bien, que j'ai rédigé. Oui, vraiment, l'idée pour moi, c'est de transmettre l'histoire d'une façon qui soit rigoureuse, qui soit documentée, qui soit sourcée, mais de la mettre, finalement, dans ce roman et aussi dans le podcast, de la mettre en récit, de l'incarner, et l'incarner à travers ces personnages qui sont finalement des petites femmes, et je dis petites sans condescendance aucune. Je pense que nous, en tant que Caribéens, je dis souvent que nous sommes le peuple des petits, et que c'est là où réside notre grandeur en réalité, puisqu'on a des peuples qui, dans leur société d'origine, étaient opprimés ou des parias pour beaucoup d'entre eux, qui se retrouvent tous à arriver dans ce creuset qu'est la Caraïbe, et puis qui vont proposer des formes de résistance, des formes de créativité, d'innovation, d'utopie, très égalitaire et très avant-gardiste. Quand on voit la révolution haïtienne, c'est quand même assez exceptionnel dans l'histoire humaine, une révolution qui abolit l'esclavage, où les esclavagisés eux-mêmes abolissent cet esclavage et établissent cette république avec ses idéaux d'égalité assez radicales. Donc c'est vraiment cette force du petit que j'ai voulu mettre en avant dans ce livre.
Alors on retrouve des personnages issus des sociétés qui nous ont créés en fait, oui. Qui se sont mêlés pour donner le peuple que nous sommes, les Indiens Caraïbes, les Kalinago, donc oui. À travers nos Noum, les Africains de l'Ouest, oui. à travers Funmilayo, et puis les Blancs de France esclavagistes, mais aussi parfois victimes, en l'occurrence Rosen. Le terme de victime, je ne l'emploierai pas. Mais parce que justement le personnage de Rosen, donc, qui est une jeune fille bretonne qui est accusée de sorcellerie et qui débarque en Martinique comme engagée, elle est très ambivalente. Elle est dans cette posture très ambivalente où elle est colonisatrice quand elle arrive et elle se retrouve confrontée pour la première fois à sa position de privilégiée dans cette société coloniale pigmentocratique qui est en train de se constituer. Alors même qu'en France, on est sur une société de statut, d'ancien régime où elle est une moins que rien, et là elle se découvre privilégiée dans la société antillaise. Et ça, toutes ces choses-là, ce sont des mises en miroir avec notre situation contemporaine finalement. Donc je ne dirais pas qu'elle est victime. Quand je parle de victime, c'est aussi par rapport à ce qu'elle est devenue, parce qu'à un moment donné, elle a épousé quelque part la cause. C'est ça. Je pense que j'ai plutôt voulu montrer les formes d'alliance qu'il y a pu y avoir au tout début, dans ces prémices de l'histoire coloniale, où la race ne s'est pas encore complètement constituée, et où il pouvait y avoir encore des alliances objectives, de classe et puisqu'on avait donc ces grands blancs planteurs qui étaient donc les oppresseurs avant tout des Africains mis en esclavage, des autochtones Kalinago qui étaient décimés, mais aussi dans une certaine mesure de ces petits blancs pauvres qui au début de notre histoire coloniale étaient un peu dans cette position charnière. Mais ça, on est au début, avant que quand la race se constitue, se cristallise, la race prend le dessus et ce genre d'alliance justement devient quasi impossible. Vous avez fait à la fois une fiction historique et puis un roman d'aventure quelque part. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des relents des aventuriers de l'Arche perdue par exemple, à travers la magie, la sorcellerie, la quête justement de cette scène de la fin qu'on ne va pas raconter, mais où ils sont en train de chercher une issue, une solution en fait. Vous avez voulu justement, peut-être pour toucher le public, en fait, faire quelque chose qui soit aussi quelque part un roman d'aventure. C'est un roman d'aventure, oui, c'est un roman fantastique, c'est aussi un roman afro-futuriste, je dirais, puisque on est dans un monde imaginaire, mais qui est basé sur nos référents culturels, nos référents symboliques, nos référents spirituels caribéens. Je pense que c'est plutôt du réalisme magique, je dirais, puisqu'on est dans la réalité, et puis on a ces petites incursions d'inexpliqué, de fantastique, mais encore une fois, on n'est pas dans Harry Potter, c'est pas des effets de baguette magique, on est ancré dans cet imaginaire Kalinago, cet imaginaire Yoruba avec les Orishas, cet imaginaire antillais avec nos croyances, nos contes et légendes qui infusent tout ce roman. Parce qu'on n'a pas parlé du quatrième personnage, Naïla, qui elle vit dans le présent mais va se retrouver à un moment donné dans le passé. Et elle, c'est une Martiniquaise qui est née, du 21e siècle, qui est née en France et qui en fait va découvrir son histoire quelque part à travers cette aventure. Oui, tout à fait, qui arrive en Martinique pour passer des vacances chez sa grand-mère, qui ne connaît pas grand-chose de la Martinique puisqu'elle est née et a grandi à Paris, et qui, premièrement, va être confrontée à la situation coloniale, post-coloniale, post-coloniale de l'île, qui va découvrir le scandale du chlordécone, etc. Et dans un second temps, qui va aussi être propulsé découvrir des traces d'une magie ancestrale et être propulsé dans cette grande aventure qui va impliquer un voyage temporel vers le XVIIe siècle à la rencontre de ces trois autres héroïnes. Et les quatre jeunes filles vont être réunies par une prophétie Kalinago et elles vont devoir accomplir cette quête où elles vont s'opposer à l'oppression et tenter de changer le cours de l'histoire. C'est vraiment passionnant. Je vous encourage à lire ce premier roman. Vous avez aussi voulu, vous l'avez dit à travers l'introduction tout à l'heure, redonner vie à ces peuples, à ces civilisations fait, qui étaient occultées quelque part de l'histoire de la colonisation, de l'esclavage de la colonisation. Oui, et en particulier les Kalinago, parce que c'est vrai qu'on a... Ce sont des Indiens Caraïbes. Alors, Caraïbes, c'est le nom que les colons européens leur ont donné, c'est un nom en fait qui vient de la langue taïno, donc les taïnos étant les autochtones des grandes Antilles, et ce terme est très péjoratif puisqu'il signifie cannibale. Donc je pense que même dans le nom, il faut nommer les choses, les gens correctement. Donc la décolonisation, ça passe par ça aussi. Ce ne sont pas des Indiens, ce ne sont pas des Caraïbes. Pas des Amérindiens non plus. Ce ne sont pas des Amérindiens, ce sont des Kalinago.
autochtone des Petites Antilles. Et donc j'ai vraiment fait tout ce travail de recherche très extensif dans à la fois des articles d'archéologie, l'historiographie sur le sujet aussi. J'ai beaucoup puisé dans le travail des activistes contemporains, activistes culturels, activistes linguistiques, descendants de Kalinago, donc ce sont des gens qui vivent à la Dominique, ou descendants de Taïno qui vivent à Porto Rico, dans le Porto Rico contemporain, qui tentent de reconstituer donc la langue, cette culture qui a été presque décimée, presque effacée totalement. Et vraiment, c'est un monde qui est passionnant. Toute la cosmogonie, la cosmovision Kalinago est absolument passionnante. Et je pense qu'elle a beaucoup à nous apprendre en tant que contemporains, notamment sur la question de l'écologie, puisque l'environnement, l'île de la Martinique, sa nature, c'est un protagoniste à part entière du roman. Et je pense que voilà, les Kalinago ont beaucoup à nous apporter, à nous qui faisons face à ces défis environnementaux aujourd'hui. Alors c'est un roman qui se lit vraiment très vite et très bien. Il est très visuel aussi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il devienne un film? Ben écoutez, c'est tout ce que je souhaite pour le roman. Là, j'ai un projet de livre audio avec un artiste du pays qui s'appelle Gamsier, jeune artiste de Flûte des Mornes, voilà, qui m'a accompagné lors du lancement mercredi dernier au Think Tank pour mettre des extraits en musique à la Flûte des Mornes. Donc on a un projet de mettre ça en livre audio et puis pour le reste, on verra voilà, s'il y a des initiatives. Des personnes qui ont envie de s'associer au projet, je suis ouverte à ça. Merci beaucoup Isis Labocaberia. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'autrice de La prophétie des Sœurs Serpents, donc aux éditions Slalom, un très beau premier roman sur l'histoire de la Caraïbe. Merci. Et puis on espère vraiment qu'il va être apprécié par les lecteurs et on espère qu'ils seront très très nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.